Gorbatchev demain, président chrysanthème ou tsar moderne, analyse dans le 19-20. La grève de la faim de la famille Saoudi, elle exprime ainsi son désespoir après la remise en liberté du meurtrier de Saad Saoudi. Enfin, 4 mois de rêve pour nous et 110 jours de galère pour eux. À la veille de l'arrivée du Globe Challenge, pas spécial en haute mer, images fortes et émotions. Bonsoir, l'invité du 19-20, Van Gogh. Les amateurs auront reconnu l'un de ses tableaux, Les Toits. C'est un invité qui coûte cher, très cher, mais nous n'avons pas résisté au plaisir de vous le présenter en avant-première, quelques jours avant sa vente à Drouot-Montaigne. Une vente organisée par maître Jean-Louis Picard, qui ne quitte ni des yeux ni des mains, si j'ose dire, cette toile et qui a eu la gentillesse de nous l'apporter, mais pour quelques instants, j'imagine. Pour quelques instants seulement, bien sûr. Je suis heureux de vous la présenter. Merci, elle coûte vraiment cher? Cela dépend pour qui, mais enfin, elle peut coûter une trentaine de millions de francs. Ce sera le prix plancher? Je ne dis pas que ce sera le prix plancher, c'est le prix qu'on attend, plus exactement. C'est le prix qu'on attend. Mais il faut préciser aussi que c'est une aquarelle et que ce n'est pas une toile. Et cela fait une grosse différence. À quel moment l'a-t-il dessinée? Il l'a peinte en 1882, alors qu'il venait seulement de décider depuis 2 ans qu'il serait peintre. Car c'est seulement à 27 ans que Van Gogh a décidé « je serai peintre ». Et c'est sa maison, c'est la maison d'un voisin? Ce n'est ni sa maison ni celle d'un voisin, c'est l'atelier d'où il s'exerçait au dessin et à l'aquarelle en 1882 aux environs de La Haye. Et il représente là le plat pays dans toute sa sensibilité romantique avec les prairies, les fumées des toits et puis une grande complexité de perspective qu'il a rendue à merveille pour un peintre qui peignait seulement depuis 2 ans. Et il est très connu des amateurs ou moins connu que d'autres tableaux de Van Gogh? Il est très connu des amateurs de Van Gogh. La vente? La vente aura lieu le 20 mars à Drouot-Montaigne. Et vous allez repartir avec simplement ce tableau sous le bras ou... J'ai rencontré des gardes du corps là qui le protègent. Bien évidemment, mais il ne faut pas le dire. Mais on ne va pas le montrer non plus. Non. Merci en tout cas, maître Picard, pour ce cadeau que vous offrez au 19-20 et bonne vente. C'était en tout cas un instant de sérénité et de beauté avant l'actualité souvent oppressante, et elle l'est aujourd'hui. Les réactions aux crimes et aux agressions racistes sont nombreuses. Tous les partis politiques, à l'exception du Front National, soulignent la gravité des derniers événements. Et cela d'autant plus que le jeune Marocain blessé à Saint-Florentin est mort hier soir, Élise Lucet. Oui, Paul Saïd Mahani était en état de coma dépassé depuis 4 jours. Il avait été atteint d'une balle en pleine tête. Il est mort la nuit dernière. Il avait 20 ans. Son frère est toujours hospitalisé dans un état grave. Quant à la famille Saoudi, elle a réagi aujourd'hui à la mise en liberté du policier qui avait abattu le jeune homme près de la Ciotat. La grève de la faim, c'est la seule arme de la famille Saoudi pour exprimer sa colère et sa tristesse. Dernière tentative et geste de désespoir pour faire changer une décision judiciaire qu'il trouve inacceptable. L'avocat de la famille, Maître Collard, contre-attaque de Marseille, Daniel Jamet. Entouré de Chérifa et Mohamed Saoudi, Gilbert Collard a formulé devant la presse une série de questions que finalement tout le monde se pose encore. Que s'est-il vraiment passé pendant la garde à vue de Saad Saoudi? Le parquet, qui a estimé prématuré la libération de Jean-Claude Marin, va-t-il faire appel de la décision du juge comme il en a le droit? Enfin, dans quel état mental exact se trouve le brigadier Marin, sachant qu'en 1978, il a déjà été impliqué dans une affaire de sévices sexuels? Un homme qui se retrouve par 2 fois mêlé à une affaire délicate, c'est qu'il recherche les affaires délicates. On ne peut pas nous demander d'être naïfs à ce point-là. Et dussé-je déplaire, je dis hautement et fortement qu'il n'est pas question de se contenter de la parole de l'auteur de cet homicide et du collègue qui était présent. Dernier point que Maître Collard souhaite éclaircir dans cette procédure jugée trop rapide, l'éventuel lien familial qui existerait entre le brigadier Marin et Thierry Pina, l'homme qui a porté plainte pour coups et blessures contre Saad Saoudi. Et à ce propos, et dès demain, SOS Racisme appelle à une journée nationale de mobilisation à la suite des affaires de Roanne, Saint-Florentin et de la Ciotat. Drapeau blanc contre le racisme, c'est le slogan de cette journée, marquée par des manifestations dans toute la France. La révolution tranquille se poursuit en Union soviétique. Gorbatchev sera bien élu président, mais par les députés du peuple. Le suffrage universel, ce sera peut-être trop risqué pour lui. Gorbatchev est bien trop malin. Il veut bien réformer, mais à condition de contrôler le pouvoir, à l'image en fait des anciens maîtres du Kremlin. Avant-hier, il s'appelait Tsar, hier secrétaire général du Parti communiste, aujourd'hui président. Est-ce vraiment un changement? Gilles Dujoncher.
Comme Staline, Gorbatchev n'aura à craindre désormais ni le parti ou ce qu'il en reste, ni les militaires, ni les assemblées, ni personne. Balayer le sacro-saint principe de la direction collégiale des affaires de l'État. Il aura en propre pendant 5 ans tous les pouvoirs, choix du Premier ministre, commandement de l'armée et du KGB, veto sur les lois, proclamation de l'état d'urgence, etc. Et en plus, il peut diriger les travaux du Parlement, un peu comme si le président de la République française menait les débats de l'Assemblée nationale. Mais ces pouvoirs, le président Gorbatchev, différence essentielle avec tous ses prédécesseurs à Moscou, les tiendra de par la seule constitution et de son élection. Bref, d'un état de droit, alors que le petit père des peuples les tenait de la peur qu'il inspirait sur un simple froncement de sourcils. Pour accéder au pouvoir en 85 et accroître sa puissance depuis, Gorbatchev aura été d'une habileté diabolique. Mais en 5 ans, ces réformes ont plongé le pays à la fois dans le meilleur et le pire. L'économie est plus sinistrée que jamais. Sur 1200 articles de consommation courante officiellement recensés dans les magasins, seuls 50 sont effectivement disponibles. En même temps, l'Union est au bord de l'irruption. La Lituanie vient de se déclarer indépendante et d'autres républiques sont tentées de suivre cet exemple. En tout cas, à partir de maintenant, Gorbatchev, détenteur de tous les pouvoirs à Moscou, ne pourra plus rejeter sur d'autres la responsabilité de ses échecs. Berlin sera sans doute la capitale de l'Allemagne réunifiée, une perspective qui réjouit la plupart des Berlinois, longtemps séparés par le mur. Mais un problème se pose déjà, immobilier, mais aussi politique. De nombreux Allemands de l'Ouest qui possèdent ou qui possédaient des appartements et des immeubles à l'Est tentent déjà de les récupérer. Claude Guénaud et Henri Edershed ont senti les premières frictions. Reportage. Ils arrivent par quart entier. Depuis l'ouverture du mur, Berlin est devenu pour les Allemands de l'Ouest un lieu touristique de plus en plus prisé. Berlin-Est est beaucoup plus beau que Berlin-Ouest. C'est la nostalgie un peu, oui. Mais tous ne sont pas de paisibles touristes sur les traces du passé. Il y a les entreprises ouest-allemandes qui cherchent des locaux pour leurs bureaux ou des particuliers qui rêvent d'emménager dans le Berlin historique. Les Berlinois de l'Est, habitués à payer des loyers dérisoires, moins de 100 marks par mois, commencent à redouter la spéculation immobilière. Au numéro 1, Tresco-Strasse, dans le quartier de Pankow, c'est presque la panique depuis la visite de l'ancien propriétaire qui entend récupérer les biens hérités de son grand-père. Oui, il dit que c'est sa maison et il en a d'autres dans le quartier. Nous ne le connaissons pas, mais nous avons bien connu sa mère. Il veut récupérer sa maison? Oui, il veut la récupérer. Il nous a remis un questionnaire à remplir dans lequel il nous demande si on a été membre du Parti communiste. Est-ce que les gens ont peur? Bien sûr que nous avons peur. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Le soir même, grande réunion dans une école du quartier. Les locataires tentent de s'organiser pour s'opposer aux requins, comme ils appellent déjà les spéculateurs de l'Ouest et les anciens propriétaires. Ils sont d'autant plus inquiets que les noms de ceux-ci figurent toujours sur le cadastre et que les titres de propriété existent encore. Tous ces événements qui se produisent à l'Est feront l'objet d'un nouvel entretien entre George Bush et François Mitterrand. Les deux hommes se rencontreront le 19 avril en Floride. Leur dernière rencontre remonte au 16 décembre. De complicité, arsenal de guerre et scénario de commando. L'attaque du fourgon blindé hier à Marseille est signée par de véritables professionnels du crime. Une signature qui pourrait bien aider les enquêteurs. Reportage FR3 Marseille, commentaire Jacques Garnier. 24 heures après l'attaque sanglante du fourgon de Securipost, l'enquête s'avère difficile car de nombreuses questions se posent. Comment se fait-il que sur 11 fourgons qui avaient quitté le dépôt de Securipost dans le 13e arrondissement hier matin, 10 d'entre eux étaient vides et que le seul qui ait été attaqué soit celui transportant 5 millions de francs en billets de banque et en chèques? Ce qui laisse à supposer que les malfaiteurs disposaient de renseignements précis sur l'organisation des tournées mises en place par Securipost. L'hypothèse d'un complice à l'intérieur de la société n'est pas à exclure, bien qu'elle ait été écartée hier par son PDG. Le montant du butin emporté par les gangsters demeure inconnu. 6 sacs sur 12 transportés ont été détruits par l'explosion. Une certitude cependant, c'est un pain de plastique, véritable explosif de guerre qui implique un détonateur et une mise à feu électronique et un lance-roquettes anti-char que les malfaiteurs ont utilisé pour percer le blindage du fourgon. Les policiers du laboratoire scientifique attendent aussi beaucoup de l'expertise des douilles calibre 5,65 et 45 trouvées sur place. Elles parlent autant que les armes, paraît-il. Les dossiers de chaque convoyeur seront également épluchés méticuleusement. Et les gangsters ne se sont-ils pas également débarrassés d'un témoin gênant lors de l'explosion du fourgon? Cet après-midi à Marseille, les convoyeurs de fonds étaient en grève, ils manifestaient et le mouvement risque de s'étendre demain sur tout le territoire.
Ouverture demain à Rennes du congrès du Parti socialiste. Les ténors et les militants nous annoncent un grand débat d'idées. BAP, il voit lui une arrière-idée, une arrière-pensée. Il n'a d'ailleurs pas tort. En attendant, la ville de Rennes et les habitants de Rennes se préparent à accueillir les milliers de militants et les quelques ténors qui s'affrontent pour aussi une querelle de pouvoir dans une ambiance très particulière, filmée par Jérôme Catala et son équipe. Demain, la grand-messe, aujourd'hui, la kermesse. Rien n'a été épargné pour que la fête soit belle. Des structures gonflables rappellent chacun des 9 précédents congrès. Les bâtiments ont été rhabillés, enveloppés de toiles grises, plus agréables à l'œil, et même les plates-bandes ont été refaites. Bref, le chapiteau est monté. À l'intérieur, sonorisation, éclairage, tout est prêt. Le show peut commencer. C'est dans cette arène que les 841 délégués socialistes jongleront avec l'émotion. Surprise de dernière minute, cet après-midi, des membres du service de nettoyage ont trouvé sur des chaises louées des autocollants Chirac datant du congrès du RPR. Un petit clin d'œil de l'histoire qui n'a pas terni l'enthousiasme des militants socialistes venus remplir les mallettes officielles des congressistes. Alors nous avons la Marianne de Terreau, du parfum d'Yves Rocher, une brochure annuaire du Parti socialiste, une brochure de la Fédération d'Ille-et-Vilaine. C'est pas encore totalement installé, et puis c'est la grande kermesse, oui la grande kermesse. Ah non, c'est pas le cirque, non, c'est pas le cirque. Et si les militants n'aiment pas le cirque, le congrès en tout cas tiendra un peu du show télévisé ou du spectacle, avec une distribution exceptionnelle et des têtes d'affiche enfin réunies sur un même plateau. À l'étranger, image exceptionnelle de réfugiés roumains arrivant en Autriche avant la fermeture des frontières. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger. Clément Veil-Rénal. Scène de panique à la frontière austro-hongroise. Des milliers de réfugiés roumains tentent depuis hier de passer en Autriche avant l'entrée en vigueur des visas obligatoires imposés par le gouvernement autrichien. L'afflux des réfugiés roumains provoque de violentes réactions de mécontentement de la part de la population autrichienne. Par ailleurs, des incidents se sont produits au Parlement de Vienne où des manifestants ont lancé des tracts appelant les députés à ne pas voter les restrictions sur les conditions d'entrée des réfugiés. En Israël, le vote de la motion de censure contre le gouvernement d'Yitzhak Shamir aura bien lieu demain, c'est ce qu'a décidé aujourd'hui la Cour suprême. L'avenir du gouvernement Shamir est maintenant entre les mains des petits partis religieux susceptibles d'infléchir le vote. Des partis très courtisés aujourd'hui par le Likoud et les travaillistes, les 2 principales formations politiques du pays. Il y aura une triangulaire à Sarcelles. Le Front National a décidé de se maintenir lors du second tour de l'élection municipale partielle qui aura lieu dimanche prochain. 3 listes, PCPS, UDF-RPR et Front National seront donc présentes. L'élection du maire devrait se jouer dans un mouchoir de poche. Enfin, nouvelle victoire de Carole Merle en slalom géant à Klovjo en Suède. La Française s'est imposée devant une Norvégienne. Il s'agit de la 2e victoire de Carole Merle, comptant pour la Coupe du Monde, en moins d'1 semaine. Et l'on reparle de la décharge de Montchanin. Les tristement célèbres fûts de dioxine y sont-ils réellement enterrés? Réponse officielle demain. Mais curieusement, après les 10 ans d'attente, les habitants restent toujours sceptiques sur les résultats, bien sûr, mais aussi sur les conséquences. Enquête à Montchanin, Véronique Gorel et Christophe Ferraud. Savoir ce qu'il y a exactement, c'est peut-être impossible. Il y a tellement de choses là-dedans. Le désarroi des habitants de Montchanin. L'accès de la décharge est interdit au public, mais les opposants de toujours ont leur entrée. Bien sûr, il y a eu des recherches et la découverte de 8 fûts, enfouis illégalement à l'endroit même où certains pensent que la dioxine de Céveso a été enterrée. On attend les résultats, sans grand espoir. Le laboratoire chargé d'analyser les prélèvements n'est pas équipé pour rechercher la dioxine. Depuis le début, on nous a toujours masqué la vérité. Il y a toujours eu des embrouilles pas possibles. Et encore maintenant, on a encore cette impression désagréable qu'on essaye de nous mener en bateau, et tout le confirme. Chaque fois qu'on a l'impression d'avancer, on se heurte toujours à ce problème de dissimulation volontaire. Nous sommes bernés. Dioxine ou pas, 1 million de tonnes de déchets ont été enfouis dans la décharge de Montchanin en 10 ans d'exploitation. Une décharge située en pleine ville, les habitants n'en peuvent plus, ils n'en veulent plus. On a 1 million de tonnes de saloperies ici, avec 300 gaz, donc 300 produits différents qui seront plus ou moins mélangés.
et qui effectivement nous apportent des nuisances et des gaz qui peuvent être comparés à certains moments à des éruptions volcaniques. Il faut bien que les gens comprennent qu'il y a urgence et que ça devient grave, très grave. Il faut évacuer les déchets? Il faut évacuer les déchets, évacuer les gens. À la limite, il faut les deux solutions. De toute façon, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas continuer de cohabiter avec ça, avec ces déchets. Oui, mais qui en voudrait de ces déchets? Aucune autre commune, bien sûr. Ceux qui ont été mis à nu par les premiers travaux de recherche sont entreposés sur le site. Les Montchaninois voudraient qu'on les transporte ailleurs, mais il n'y a pas de candidat. Il a passé sa vie à vouloir changer et améliorer l'homme, c'était ses propres termes. Le grand psychanalyste Bruno Bettelheim a parfois réussi dans ce beau combat contre la folie et contre les troubles psychologiques, notamment chez l'enfant. Mais il a mis fin hier à sa propre vie dans des conditions dramatiques. Bruno Bettelheim s'est suicidé hier soir à l'âge de 86 ans. Est-ce l'aveu de son échec, de son propre échec? Portrait par Michel Vial. Né en 1903 à Vienne et l'un des derniers disciples vivants de Freud, Bruno Bettelheim s'était intéressé très jeune à la psychanalyse et en particulier à l'autisme, cette forme singulière de repli sur soi chez l'enfant. C'était un choix qu'on devait faire. Et je ne sais pas, mais découvrir des choses sur soi-même et résoudre ses difficultés personnelles, cela semblait des raisons logiques pour aller vers la psychanalyse. Sa déportation dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale lui avait même permis d'établir un parallèle entre les réactions de certains de ses compagnons d'infortune et ce symptôme précis de schizophrénie. D'un côté, un processus calculé de désintégration de la personnalité mise en œuvre dans les camps, et de l'autre, un retrait obstiné du monde, résultant peut-être d'un environnement social lui aussi destructeur. En 1944, il prend la direction de l'école orthogénique de Chicago qu'il transforme en un centre de thérapeutique pour enfants psychotiques. Un environnement thérapeutique total, selon son expression, destiné à rendre aux malades le respect de soi. C'est dans cet établissement que Bettelheim accomplira l'essentiel de son œuvre, des travaux qui le rendront célèbre dans le monde entier et qui, grâce à la télévision et à une série d'émissions parfois controversées sur l'autisme en 1974, renouvelleront de manière décisive le regard de la société sur la folie. De ses nombreux essais sur les enfants perturbés et d'une longue expérience de soins attentifs qu'il leur a prodigués, Bruno Bettelheim considérait dans l'un de ses derniers ouvrages que les parents avaient peut-être aujourd'hui perdu la capacité, voire l'instinct nécessaire à l'éducation de leurs enfants. Sans doute, disait-il, parce que les parents modernes ont tout simplement oublié leur propre enfance. Nous vous avions promis pour conclure ce journal une page spéciale, une longue page faite de rêves pour nous, pour vous et d'aventures pour eux. Oui, après 110 jours de navigation en solitaire, le vainqueur du Globe Challenge arrivera au Sable d'Olonne demain. Ce soir, Titouan Lamazou est toujours en tête devant Loïc Perron. Il est environ à 200 000 de la Vendée. Tous ces navigateurs ont traversé 3 océans et doublé 2 caps. Tout de suite, 4 minutes d'image pour 4 mois de mer en solitaire. Dominique Champeau prend la barre. Le 26 novembre dernier, ils étaient 13 au large des Sables d'Olonne à tirer leur premier bord. 13 bateaux, 13 capitaines bouffeurs d'écume lancés dans la dernière véritable aventure des années 80. Une bordée de 25 000 milles à travers les 3 océans, avec l'Antarctique à mi-chemin, posée comme une bouée de régatier. Les 2 premières semaines seront certes agitées, mais sans réel problème. Titouan Lamazou sera le premier à saluer Neptune sur l'équateur, rien d'autre à signaler alors que quelques crépuscules paisibles. Paisibles comme le minuit chrétien du navigateur solitaire. Noël, dernier répit avant les 40e rugissants, dernier répit avant les premières fausses notes. C'est une nouvelle version. Noël, c'est aussi le premier coup dur. Les enfants, on est dans la merde. Filou a déclenché sa balise de détresse, on va se détourner, on va essayer d'aller le chercher, il est dans le sud à 130 000. Voilà, dis donc, t'as vu la panade? Putain, mais comment ça se fait? Il veut rien faire, quoi. Je suis parti, je me suis fait renverser par une déferlante.
Et puis depuis, ben voilà, je suis là, ça fait plus de 24 heures quoi. Y a quelqu'un là? Oui, bien sûr. Bon, alors je viens de passer sous le vent de Filou, là il va bien, je viens de l'avoir en VHF. Pas de problème. Ouais, bien reçu. On va faire une manip et il veut, a priori, il croit que le bateau peut se redresser. Alors il va me balancer un bout à l'avant, je vais passer à ras de lui et je vais essayer de tirer son étrave vers sous le vent pour essayer de... Parce que c'est la surface de la coque d'après lui qui le plaque vachement, ce qui est vrai aussi sur l'eau. Ouais. D'accord, ouais, ok. Couché sur le flanc comme un vulgaire dériveur au bord de plage, battu par les vagues, Fleury Michon s'en relèvera, mais le tour du monde de Philippe Poupon s'arrête à Cape Town. Ah mon Lolo, ben je te revoudrais ça dessus. Derrière, les 40e rugissants attendent des 60e moins accueillants. La Mazou est nettement en avance, en pole position en quelque sorte. 500 000 alors le séparent de Luc Vandenede et de Loïc Perron. Seul, dans un endroit où l'on craint plus qu'ailleurs les mauvaises rencontres. Sinistre caillou, pour un si grand symbole, le Cap Horn marque la route du retour. Retour vers des conditions plus clémentes et même jusqu'à l'excès, c'est dans le poteau noir que la Mazou découvre le poteau rose. Perron fait route le long des côtes brésiliennes au point de revenir le 25 février à moins de 50 000. Presque bord à bord jusqu'à ces derniers jours, la Mazou est finalement reparti seul vers l'avant. Il franchira demain sans doute la bouée d'arrivée, mais devra laisser passer 14h30 avant de crier victoire. Van Gogh à 19h en exclusivité, Offenbach en exclusivité sur la 3 à 20h35 avec un opéra bouffe, les brigands après la classe naturellement. Prochain rendez-vous avec l'info soir 3 à 22h40 présenté par Marc Hoppement. Tout de suite la météo de Michel Touret. À demain à 19h après la journée info avec Anne de Coudenov et Didier Chaumont pour les flashs. Bonsoir. Bonsoir, à demain.